Allez, est-ce que vous avez des questions? Oui? On va voir ça ensemble, et moi, dans son intégralité. Donc, on verra ensemble un certain nombre de textes. Ça me permet de vous dire déjà, l'annonce que je vais faire en cours. Donc, je demande de commencer à regarder, à préparer, c'est pas une note, vous pouvez maîtriser, mais de commencer à regarder les textes des services le premier texte que vous avez dans ce dossier. Et puis, je vous dirai au fur et à mesure quel texte on travaillera de manière à jamais préparer ou de la regarder en tout cas à l'avance. Oui? Il a commencé à. Est-ce que c'est à ce moment-là que le français, on voit vraiment une adaptation du français? Oui. Parce que j'ai compris qu'il y a un écart entre le parler. C'est ça, non, c'est exactement ça. C'est cet écart. D'un côté, l'effort de Schumann était d'améliorer la qualité du latin et de fournir une norme de communication universelle, mais de l'autre côté, la distance, l'évolution du latin était déjà tellement poussée que cette restauration dans la latin classique a augmenté la séparation entre les deux. Et donc a favorisé l'émergence du français. Surtout du point de vue écrit. C'est à ce moment-là dans lequel on commence à voir apparaître les premières associations. D'autres choses? Non? Alors, si ce n'est pas le cas, on peut procéder. Phonétique. Alors, après avoir vu les premiers rudiments, disons, dans la dernière séance, aujourd'hui, on entre un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la phonétique? Alors, je vous recommande d'avoir toujours un peu sous les yeux le glossaire, le lexique phonétique que je vous ai mis dans Moodle. Parce que, forcément, je serai obligé et là, vous avez plus ou moins toutes les explications des mots les plus compliqués. Si jamais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, essayons de voir quelle est l'évolution phonétique. Alors, comme je vous ai dit, les langues ne changent pas d'un jour à l'autre. Et elles sont en évolution constante. Donc, il y a eu une évolution qu'on peut dater déjà de l'époque classique. Dans les siècles du latin classique, on a déjà assisté à une évolution précoce du latin qui allait déjà dans la direction des langues modernes. Quels sont les phénomènes, les phénomènes principaux qui nous intéressent de cette évolution? Par exemple, au 1er siècle, remarquez que j'essaye dans les fiches de vous dater toujours les phénomènes, autant que possible. Cela parce qu'il est important dans l'évolution du latin en français de connaître la chronologie relative des phénomènes. Je vous montrerai un exemple après. Oui. La période classique, alors disons, on ne considère pas la période avant Jésus-Christ, mais les deux premiers siècles, voilà, après Jésus-Christ. Ça fait encore partie de ce qu'on appelle le latin classique. Donc, au 1er siècle déjà, on voit que le « et » et le « i » bref, avec ce petit demi-cercle qui indique la voyelle brève, commence à évoluer vers le iode. Le iode étant un son palatal typique des langues romanes, des langues modernes. L'exemple que je vous fais, vinea. En latin classique, ce mot est un mot trisyllabique. Vinea. D'accord? Mais la proximité des deux voyelles, ça s'appelle hiatus. Cette proximité favorise l'affaiblissement d'une des deux voyelles, notamment le « et » qui perd son statut vocalique et assume un statut intermédiaire entre une voyelle et une consonne qui s'appelle iode.
Donc, aujourd'hui, on dit vigne, deux syllabes, parce que justement, une des syllabes en hiatus, une des voyelles en hiatus, c'est affaibli. Même chose pour filia. Latin classique, filia, trois syllabes. Mais le deuxième i, qui est en contact avec une voyelle en hiatus, s'affaiblit. Et aujourd'hui, nous avons en français fille, deux syllabes. Les diphtongues latines, excusez-moi, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait deux, voire trois avec AU, mais l'évolution de AU est différente. Donc, on considère pour l'instant OE et AE, ces deux diphtongues latines. Quelle est la différence entre hiatus et diphtongue? Si je pose la question, j'imagine que vous ne saurez pas répondre. Mais je la pose quand même, on ne sait jamais. Peut-être vous avez déjà fait d'autres cours de linguistique. Oui. Je crois qu'en hiatus, on a deux lettres qui sont attribuées à deux sons. Oui. Les mettre ensemble pour juste résumer à imposer ces deux sons. Oui. Alors que les diphtongues, c'est on a deux lettres qui font deux sons différents, mais quand on les impose, elles vont produire un son tierce et pas juste la combinaison des deux sons initiaux. Oui, c'est à peu près ça. Disons que pour simplifier, en raison au niveau syllabique, donc un hiatus est constitué par un contact de deux voyelles qui ont les deux une consistance syllabique. Donc, il y a une prononciation bien détachée, chaque voyelle contre une syllabe. La diphtongue, par contre, est une suite de deux voyelles, mais qui, dans lequel une des deux n'a pas de valeur syllabique. Elle s'appuie sur l'autre voyelle. D'accord? Le latin a très peu de diphtongues, notamment ces deux-là, qui vont rapidement disparaître, comme vous voyez déjà au 1er, 2e siècle. Donc les OE devient I fermé et le AE devient E ouvert. Oui. Valeur syllabique, c'est une voyelle contre une syllabe. Constitue une syllabe. Je fais un exemple bête pour l'anglais. Si vous dites you, il y a trois voyelles et une seule syllabe. D'accord? Donc là, c'est une diphtongue. Autre phénomène très précoce, avant le IVe siècle, est la syncope de la voyelle prétonique dans les mots longs. Quelle est la voyelle prétonique? C'est la voyelle qui précède la voyelle accentuée, la voyelle tonique. Je vous recommande encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, essayez de marquer, de noter dans les mots la position de l'accent. Pour un francophone, c'est très compliqué. Parce que vous avez tendance à considérer les syllabes comme étant toutes de la même valeur. Or, en latin, ce n'était pas le cas. Il y en avait une qui avait plus de force, et elle était la voyelle tonique. Et c'est de là qu'il faut partir. La distinction entre voyelle tonique et voyelle latente est fondamentale pour l'évolution. Parce que la voyelle tonique évolue d'une manière complètement différente par rapport aux voyelles latentes. Donc, dans ce cas-là, pour vous favoriser, je marque l'accent, et là, vous pouvez voir que la voyelle qui précède la tonique a tendance à être éliminée. Même chose, au 3e, 4e siècle toujours, il y a une syncope de la post-tonique dans les mots proparoxytone. Là, excusez-moi, il faut s'habituer, mais ça viendra au fur et à mesure. Alors, post-tonique, c'est facile, parce que ça vient après la tonique. Proparoxytone, c'est un peu plus difficile, c'est grec. Quels sont les mots proparoxytone? Les mots oxytone, ce sont les mots qui ont leur accent tonique sur la dernière syllabe. C'est le cas souvent du français. Le français est une langue oxytone. La voyelle tonique est souvent la dernière syllabe.
Les paroxytones, ce sont les mots qui ont l'accent principal sur l'avant-dernière syllabe. C'est souvent le cas de l'italien. Les mots proparoxytones sont des mots plus rares qui ont leur accent principal sur l'antépénultième syllabe. En français, il n'y en a pas, par exemple, parce que l'évolution du français était tellement poussée que tous ces mots ont été éliminés. Mais dans d'autres langues, il y en a. Et en latin, il y en avait. En fait, la syncope de la postonique, ce qui amène au français, justement, parce que le français élimine de manière systématique les mots proparoxytones, est précoce. Où est-ce qu'on l'a vu déjà dans les documents que je vous ai montrés? Vous avez déjà oublié? C'est dans l'appendix probi. Si vous allez reprendre les exemples de l'appendix probi, vous verrez toute une série d'exemples de syncopes de la postonique. Vetus, vetus, calibus, calibus. OK? On a, oui. Les proparoxytones, ce sont deux mots qui ont leur accent principal placé sur la antépénultième syllabe. Donc, ce sont des mots dans lesquels la voyelle tonique, la syllabe tonique est suivie par deux syllabes atones. C'est ça qui dérange souvent, et c'est la cause de l'évolution. On n'aime pas avoir trop de voyelles atones qui suivent la voyelle tonique. Ce n'est pas qu'on n'aime pas, c'est que les voyelles atones sont par nature plus faibles. Et donc, s'il y en a deux de suite, il y en a sans doute une qui va disparaître. Même chose pour les consonnes. Il y a aussi des phénomènes d'évolution précoce qu'on constate chez les consonnes, notamment le phénomène dont on a déjà parlé, le phénomène de l'émission. Vous avez un tableau, je vous ai mis un tableau phonétique avec tous les noms des consonnes, indépendance de leur lieu d'articulation, de leur typologie d'articulation. Là aussi, j'utiliserai parfois ces mots. Un mot important à retenir, c'est le mot occlusive. Qu'est-ce que c'est qu'une consonne occlusive? Pour prononcer une consonne occlusive, il faut, comme le dit le mot, fermer la bouche, la remplir d'air, et après faire sortir l'air avec une petite explosion. Donc, c'est une. Pour prononcer, nous ne nous rendons pas compte, pour prononcer une consonne explosive, il y a un travail en 3 phases, donc assez lourd, assez consistant. Raison pour laquelle on n'aime pas trop les voyelles, les consonnes explosives. Bah, j'ai utilisé un autre mot. On les appelle occlusives ou explosives. Ce sont les mêmes. Hein? On les aime pas trop parce que ça coûte un effort. D'où le fait qu'on aura tendance à les éliminer. Je vous fais un exemple. Alors, la production d'un son explosif. Vous avez deux voyelles. Les voyelles, on les représente par un cercle. Si entre ce cercle, vous mettez une consonne, ce qui est le cas normal dans un mot, vous avez une situation de ce type. C'est-à-dire, la voyelle est une vibration continue des cordes vocales avec l'émission de la son. La consonne explosive de l'ombre, de fermer la bouche, d'arrêter le son, de remplir l'air, de l'ouvrir avec l'explosion de recommencer à faire vibrer cette voix. C'est quand même une bonne arme. Alors que on a tendance à éliminer cette explosion et à continuer l'émission du son. C'est la raison pour laquelle les consonnes occlusives sourdes commencent à se sonoriser. Par exemple, vous avez un T. Le T, pour le prononcer, on ne doit pas faire vibrer. Si vous avez un D, qui est une consonne de la même nature, D, pour le prononcer, il y a une vibration de forme. Donc, du coup,
si vous dites B à la place de T, ici, vous aurez un moindre effort parce que le passage est plus direct. Si à la place du P, vous dites V, il n'y a même plus la nécessité de fermer la bouche et de produire l'explosion. Si vous dites avant, on ferme la bouche, mais pas complètement, et on n'arrête pas la production du son. D'accord? Donc, il y a une continuité plus importante qui coûte moins d'efforts pour ceux qui parlent. Voilà pourquoi il y a cette tendance évolutive des consonnes. Et là, vous avez un exemple, parce que cette lénition qu'on appelle aussi adoucissement, notamment, peut porter à l'évolution du B vers le B étant une bilabiale explosive sonore. On va vers le V qui est une labiodontale fricative sonore. C'est-à-dire, il n'y a plus l'explosion, il n'y a plus cette explosion, mais on continue, on ferme la bouche, on produit le son en mettant la lèvre inférieure en contact avec les dents supérieures, mais sans arrêter l'émission de l'air. Autre phénomène très précoce est la palatalisation. Bon, on en parlait déjà tout à l'heure. Donc C, G, E, déjà à partir du deuxième siècle, pardon, excusez-moi, ne sont plus prononcés de manière dure que G, mais sont prononcés de manière palatalisée. Ch, je. Autre phénomène assez précoce, toujours deuxième siècle, en tout cas en Gaule, la Gaule étant toujours assez précoce par rapport aux autres régions dans l'évolution, c'est l'introduction d'un E prosthétique, c'est-à-dire un E qu'on ajoute avant un groupe de consonnes pour faciliter la prononciation. C'est encore le cas aujourd'hui en français. Il est très rare d'avoir un groupe SC sans une voyelle prosthétique. Scola, école. Autre phénomène assez précoce est l'évolution consonantique des semi-voyelles. Les semi-voyelles, ce sont les sons dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez une diphtongue, une des deux voyelles perd son statut vocalique et devient plus proche à une consonne. C'est une semi-voyelle. Normalement, ce sont seulement le I et le U qui peuvent subir cette transformation. Ensuite, souvent, ce son semi-voyelle, semi-consonne, a tendance à se consonantiser. Donc le U devient V et le I devient J. Donc ça devient une véritable consonne. Autre phénomène qui nous intéresse moins, mais c'est l'amissement de G intervocalique, c'est-à-dire que le G entre deux voyelles a tendance à disparaître. Ainsi que, et là c'est beaucoup plus important, les consonnes finales des mots. Alors vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que le latin était construit sur des déclinaisons, c'est-à-dire pour définir la fonction morphologique, grammaticale d'un mot, on adoptait un système de cas, de désinence, qui nous permettait de comprendre si ce mot était utilisé en fonction de sujet ou de complément, de quel type de complément. Ces désinences étaient constituées souvent par des consonnes. Or, vous pouvez imaginer que puisque une tendance typique de l'évolution et précoce de l'évolution est la disparition, l'élimination des consonnes finales, vous pouvez imaginer très bien que ce système de déclinaison va sauter très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la possibilité de distinguer la fonction d'un mot en regardant la désinence.
cette fonction va se perdre. On reviendra sur ça. Et puis, voilà, j'ajoute d'autres types d'évolutions classiques, déjà adoptées à l'époque classique, qui sont moins importantes. La dernière fois, on l'a déjà vu dans la télésphobie, P tous, donc la tendance à transformer le groupe TL en CL. Pour ce qui est du NS qui devient S, déjà Cicéron en parlait. Alors vous aviez posé la question, par exemple, Cicéron nous donne quelques informations sur la différence entre la langue parlée et la langue écrite. Notamment, il nous dit que normalement, on prononçait consul, on ne disait pas consul. Et donc, déjà à son époque, il y a une sorte de simplification de ce groupe consonantique. Voilà, alors je termine la partie de phonétique avec la dernière fiche. Je vous présente, mais on reviendra après sur toutes ces informations, je vous présente quels sont les traits phonétiques distinctifs de l'ancien français, c'est-à-dire des traits qui caractérisent le français et qui le différencient des autres langues. Il y a un certain nombre de traits qui sont typiques du français, notamment la première information est la diphtongaison spontanée des voyelles fermées. Alors, on reviendra sur ça, donc ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup d'informations maintenant, on reviendra sur chacune de ces. Donc, l'idée de diphtongaison est un des phénomènes les plus importants dans l'évolution du latin au langue moderne. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule voyelle, on produit des diphtongues. Mais, normalement, la diphtongaison concerne plus facilement les voyelles ouvertes. Il y a seulement le français qui fait diphtonguer de manière naturelle, c'est ça qu'on appelle diphtongaison spontanée, qui fait évoluer de manière spontanée, de manière naturelle, les voyelles fermées. C'est un trait typique du latin, du français. Il remonte au VIe siècle. Vous voyez qu'on a déjà sorti de la phase de la et je vous en donne quelques exemples pour revenir sur chacune de ces évolutions. Autre phénomène typique du français est la palatalisation de A tonique. 6e, 7e siècle. Le latin mare devient mer. Si vous pensez à toutes les langues romanes que vous connaissez, difficilement vous trouverez une palatalisation de A. Donc c'est un trait typique du français. Autre phénomène typique du français, mais pas unique du français, parce que ce phénomène, on le trouve par exemple aussi en occitan et dans les dialectes de l'Italie du Nord, qui sont des dialectes gallo-romanes, c'est-à-dire plus proches du français, est la palatalisation de U tonique. Alors, le latin connaissait le OU, point. Il ne connaissait pas le U. Cette palatalisation du OU est un phénomène typique du français. Dû, probablement, alors l'hypothèse la plus répandue, attribue ce phénomène au substrat celtique. Ce n'est pas un hasard, donc, si les régions qui ont adopté cette palatalisation, France, Occitanie, Italie du Nord, sont des régions qui ont eu une phase celtique. Autre phénomène très précoce et distinctif du français est la chute systématique des voyelles postoniques. Je vous l'avais anticipé. Le français ne connaît pas de mots proparoxytons parce qu'il adopte de manière systématique la syncope des voyelles postoniques. Dans ce cas-là, ce sont deux mots proparoxytons à la fin. A est la voyelle tonique, suivie par deux voyelles A voyelle tonique, suivie par deux voyelles
Dans les deux cas, comme vous voyez, il y a élimination d'une voyelle atone. Autre phénomène précoce, ça remonte au 5e siècle, est la palatalisation de C et G devant le A. Alors, nous avions déjà vu la palatalisation de C et G devant les voyelles palatales E et I. Mais le français va beaucoup plus loin et palatalise seul parmi les langues romanes, aussi devant A. Du coup, vous avez champ, là où le latin avait cantum, avec un C dur, et jambe, là où le latin avait gamba. Pour finir, on assiste aussi à un affaiblissement des consonnes intervocaliques qui est poussé au 2e degré. Et cela signifie parfois jusqu'à l'élimination. Je vous ai dit, je vous anticipais que cette tendance d'évolution consonantique caractérise toutes les langues du monde. Mais dans certaines langues, cette évolution est plus lente. Dans d'autres, plus rapide et plus poussée. Le français, parmi les langues romanes, est la langue dans laquelle cette évolution est le plus poussée. Donc, si dans les autres langues, cette lénition, cet affaiblissement s'arrête au 1er degré, à la première étape, en français, on arrive souvent à la 2e étape. Vous voyez les exemples. Ripam, le P devient d'abord B, il se sonorise, et ensuite V, il devient fricative. Vitam, le T, qui est une occlusive, sourde, devient de d'abord, c'est-à-dire se sonorise, ensuite a tendance à se spirantiser, à devenir un son comme le F anglais, et arrive jusqu'à disparaître. Vous voyez que vita, latin, donne vie français, il n'y a plus de consonne. Et pourtant, c'était une consonne bien forte. Cela pour vous dire jusqu'à quel point l'évolution du français est poussée par rapport à ses origines latines. Dernière chose, c'est le phénomène de la nasalisation. Le phénomène de la nasalisation caractérise typiquement le français. Même si ce n'est pas la seule langue romane qui possède une nasalisation, il y a aussi le portugais. C'est tout pour la phonétique. Je vous ai un peu surchargé aujourd'hui, donc pendant que je change de PowerPoint, réfléchissez si vous avez des questions et questions? Oui. Ah ben, les exemples, c'est bon, de dire avec la consonne nasale en français, c'est nasalisé. Donc, par exemple, alors j'ai déjà changé, donc je vais rester sur par exemple précédent. Mais par exemple, si vous avez rium, I, mais suivi par une consonne nasale, N, alors la tendance au français, c'est d'ouvrir le timbre de la moyenne en le fait la nasalisation. Donc, vous avez un. Vous voyez, c'est un nasal qui est plus proche d'un E que d'un I. Donc il y a ouverture et en même temps nasalisation. D'autres questions? Ok. J'espère ne pas vous avoir assommé, mais alors je vous fais un petit cadeau peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais comme il y a des personnes qui sont absentes aujourd'hui pour des raisons de santé, et donc ne peuvent vraiment pas venir, j'ai décidé d'enregistrer la leçon et de la mettre à disposition. Donc, si vous voulez, si jamais, puisque j'ai donné beaucoup d'informations aussi au niveau de définition, vous pouvez revenir à la limite. Je vous donnerai la référence pour. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, parce que ça prend du temps de réécouter un cours.
Si jamais vous avez des doutes, des questions, vous pouvez toujours le récupérer comme ça. Alors, 10 minutes pour le lexique. 10 minutes, je vous volerai peut-être quelques minutes pour finir la partie du lexique. Mais là, c'est beaucoup plus simple, je vous assure. Je voulais juste vous montrer cette même tendance évolutive ne concerne pas que les sons, que la phonétique, mais aussi le lexique. On l'a déjà vu avec les glosses, par exemple. Le glossaire, on a vu. Voilà, la différence, par exemple, vous m'avez posé la question à la fin. La différence entre aphonoscopie et glose est exactement là. L'aphonoscopie nous montre une évolution qui se développe surtout au niveau phonétique. D'accord? Tandis que les glosses nous montrent une évolution qui se développe surtout au niveau lexical. C'est l'aspect lexical qui est plus riche dans les glosses. On voit par exemple qu'il y a une tendance générale Dans l'évolution du lexique. on a tendance à passer des formes les plus abstraites aux formes les plus concrètes. C'est-à-dire un mot abstrait sera toujours remplacé par un mot concret. Quelques exemples. Ignis, c'était la forme classique pour indiquer le feu. Général. Et après, il y avait beaucoup de feux, petits feux. Et notamment, il y avait le foyer de la maison. D'accord? Et en effet, le mot focus qui indiquait le foyer domestique est devenu le point de départ du mot français feu. Donc un mot concret, spécifique, qui remplace ce qui était beaucoup plus utilisé. Même chose pour les fronces, c'est le mot classique pour indiquer le cheval, abstrait, mais après il y a différents types de chevaux. Notamment le camarus, qui était un cheval qu'on utilisait pour les travaux dans les champs. Et c'est à partir de ce mot, et non pas de écos, qu'on a obtenu le français cheval. Alors attention, parce que les autres formes classiques ne sont pas complètement disparues, mais ont eu une fortune brisée. On reviendra sur ce, je ne veux pas trop anticiper, je vous ai tout dit, mais je voulais juste vous rappeler que ces mots de la fin classique ne disparaîtront pas complètement. Vous aurez toujours éducation en français. Vous aurez toujours influence. D'accord? Mais on en parlera après. Necare, mot qui signifie tuer en latin classique, a su, par contre, la signification spécifique de noyer. Et donne donc, dans l'évolution, la forme noyer. Optiver était un euphémisme, le langage de la mort, a plutôt tendance à ne pas l'utiliser de manière crue. On utilise toujours des euphémismes. Et donc, on ne disait pas tuer, mais optiver, très couché. C'est le cri du soleil, accident. Mais ce optiver est remplacé au fur et à mesure par un autre euphémisme qui est tout à fait, qui est encore plus amusant pour expliquer. Si déjà l'idée de faire coucher à la place du tuer, ça donne l'idée de quelque chose, tout à fait, ça va totalement dans la direction opposée. C'est-à-dire tout à fait signifie protéger. Alors, il est difficile d'imaginer comment on a l'idée de tuer à protéger. Mais si on pense, vous avez vu les films sur la mafia italienne, vous vous souvenez peut-être de certaines phrases dans lesquelles, dans les conversations téléphoniques, pour ne pas se faire comprendre par la police, on disait on lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. On l'a pris. donc c'est exactement ce type de langage. Ah oui, voilà, on les a parlé. C'est limite. Or, donne aussi, en plus de la forme homme, donne aussi la forme du pronom personnel. Il est plus intéressant de commenter les pectorales comme les épaules. Et os, c'est plus intéressant parce que ça vous montre que toujours on utilise une métaphore concrète. Et ça fait toujours partie du langage de la
Par exemple, extra, je vous ai déjà dit, je pense, c'est un mot qui signifie aujourd'hui pour et précis. C'est un peu dur et vide. Donc là, ça vous laisse imaginer que c'est le type de métaphore. C'est pourquoi on disait que les enfants ont une tête de peau de cruche, ils ont une tête dure et vide. Mais on continue à utiliser cette expression avec les enfants, c'est resté, et ça a pris la place du mot même. Donc, aujourd'hui, on dit tête. Os, book, c'est à peu près la même chose, parce que book est l'ajout de quelque chose de plus concret. Et là, il y a une raison aussi pour expliquer cette évolution. C'est le fait que os avec O long avait tendance à se confondre avec os avec O bref, sont des os. Donc, il y avait deux mots homophones. En latin, on les distinguait très bien parce qu'il y avait cette différence de quantité vocalique. Et une fois qu'on élimine la quantité vocalique, eh bien, la os, ça reste le même. Donc, c'est homophonique. On est obligé d'en remplacer un pour un autre mot pour pouvoir distinguer. Les régionales, et l'autre chose, c'est par exemple aider les mains de place, toujours le plus concret ou le plus abstrait. Aider, c'est manger au sens abstrait. Mandicare, c'est marcher en faisant du bruit. Et donc, c'est ce mot concret, je dis encore une fois, en parlant avec les enfants ou de la langue de tous les jours, c'est ce mot concret qui est resté, qui a donné le français marcher, non pas aider. L'autre chose, c'est la tendance à, puisqu'il y a d'un côté des tendances à la simplification des mots, à l'élimination de sons, particulièrement pour ceux en français, à un moment donné, les mots deviennent tellement courts qu'ils risquent de se confondre avec d'autres mots, et alors on passe à la phase suivante de l'évolution, c'est-à-dire on essaie de la renforcer. Par exemple, avec les préfixes. Comme initial, comme on sait, est un néologisme formé avec deux préfixes cum ajoutés au latin initial. Et souvent, on assiste à ce type de procéder par vague. D'abord une phase de simplification très forte, et ensuite on se rend compte qu'en trop simplifiant, on crée de la confusion, donc on différencie. Alors, si vous me permettez, je termine avec la dernière fiche, comme ça je vous laisse partir. Et je vous dis quelque chose qui concerne la tendance à l'évolution lexicale. On a, je résume ce que je viens de dire, alors très rapidement. On a une tendance à remplacer les mots neutres ou abstraits par un lexique plus concret et expressif. C'est le cas de tête, bouche, pleurer, manger. On a tendance à ajouter des préfixes et des suffixes. Commencer, échapper, qui est une formation avec préfixe et suffixe à partir d'une forme centrale kappa qui existait en latin. On a une tendance à éliminer ou à réduire par analogie des formes irrégulières ou usées. Par exemple, on élimine les verbes irréguliers comme les verbes dépendants latins. Pour ceux qui ont fait du latin, on a tendance à la régularisation des verbes irréguliers. Le verbe irrégulier par excellence est le verbe être. Dans toutes les langues, il est irrégulier. Mais on a tendance à le régulariser. Donc, à la place de esse, qui était l'infinitif latin classique, on aura essere, qui est beaucoup plus proche des autres infinitifs. Et ainsi, les verbes composés du verbe être assument tous un infinitif reconnaissable. Potere, volere. Donc, on les régularise. Il y a aussi une régularisation toujours analogique. Là, c'est l'autre loi phonétique qui fonctionne très fort. C'est l'analogie. On a tendance à assimiler certains phénomènes pour faciliter l'apprentissage. Donc, certaines formes qui avaient des radicaux différents
verbe lever. Le verbe lever, pour des raisons phonétiques, la première personne avait un F. C'était lief. Or, cette différence, évidemment, dérange et rend plus compliqué l'apprentissage. Du coup, par analogie, on met un V. Ça devient lève, comme on a encore aujourd'hui. Je lève. Aimer, pour certaines raisons, des formes n'avaient pas le « et », il y avait un « a ». Nous amons, c'est médiéval. Là aussi, on a tendance à conformer les formes au niveau analogique. Et donc, on adopte le « et », même si ce n'est pas phonétiquement correct. On l'adopte dans tous les cas. Ou alors, on assiste à une tendance à la simplification. Non, là, c'est un exemple que je voulais vous donner pour vous montrer que certains verbes vraiment maintiennent une difficulté. Le verbe aller est un verbe qui, encore aujourd'hui, la conjugaison du verbe aller est en réalité composée par trois racines différentes. Trois verbes différents, trois verbes latins différents. Il y a d'un côté le verbe ambulare, d'où, par exemple, le présent nous allons. Il y a le verbe latin vadere, dont, par exemple, le présent je vais. Il y a le classique ire, ça c'est la forme la plus classique, qui donne par exemple le futur, j'irai. Et encore aujourd'hui, vous voyez quelle est la difficulté de la grammaire, c'est que pour certains verbes, on a composé la conjugaison à partir de formes latines différentes. Autre cas, je vous ai déjà énoncé, est la tendance à privilégier les formes les plus concrètes à la place de l'abstrait. Ius, le droit général. Leges, les lois plus concrètes. Exercitus, l'armée, mais de manière globale. Miles, quelque chose de plus concret, une personne, le militaire. Bellum, la guerre, ça devient pugne, qui est la guerre dans le sens le plus concret. Et feu et cheval, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et finalement, voilà quelque chose qu'on a déjà dit, donc c'est simplement pour résumer, l'emploi très fréquent d'un langage familier et donc la prolifération des diminutifs. Non seulement oreille, dont on a déjà parlé, mais l'autre exemple que je voulais vous donner, par exemple, est celui de pullus. Alors, pullus, en latin, est le petit de n'importe quel animal. Donc, tous les petits animaux s'appellent pullus. Alors, en français, cela s'est spécifié. D'un côté, il a donné poulet. Donc, le poulet, en réalité, est le petit. Et de l'autre côté, avec l'évolution plus importante, etc., a donné poulicella, qui est une racine du français pucelle. Donc, la pucelle est une jeune femme, donc, comment dire, une petite femme sortie d'un couple, d'un homme, enfin, on utilise ce diminutif, poulicella, qui reprend le mot pullus, qui indiquait tous les petits, ou en tout cas, toutes les formes animales dans leur jeune âge, pour ainsi dire. Après, pucelle s'est spécialisée encore plus, elle est venue indiquer la jeune vierge dans la langue française. Mais cela, c'est autre chose. Le point de départ est celui que je vous dis. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour la finale? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous mettrai à votre disposition le matériel dans Moodle. Je mettrai à votre disposition, je ne sais pas si je le ferai dans Moodle, je crois que ce n'est pas possible, ce sera très lourd, mais je vous dirai comment le cours d'aujourd'hui est enregistré et je vous recommande de regarder en tout cas le texte des sermons de Strasbourg pour la prochaine fois, si vous voulez aussi les autres premiers textes, le 2 et le 3. Et en tout cas, on travaillera sur les sermons de Strasbourg. Bien, à la semaine prochaine.